Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette discussion autour de l'image corporelle des adolescentes qui se trouve en direct du Palais des Congrès dans cette édition complètement virtuelle du Salon du Livre de Montréal. Donc, mon nom est Catherine Voyer-Léger. J'aurai la chance de m'entretenir avec trois autrices qui publient un premier livre, n'est-ce pas? Oui, les trois, votre premier livre. Autour de cette question délicate, passionnante, je suis sûre que vous êtes très nombreux et très nombreuses à nous écouter. Donc, je vous les présente rapidement. Laurence Baudouin-Masse. Bonjour, Laurence. Bonjour. Laurence vient de publier Rentrer son ventre et sourire aux éditions de La Bagnole. Bonjour Vanessa. Salut. Vanessa Duchel qui a publié Franchement grosse chez Michel Lafon. Et puis Marie-Noëlle Hébert. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour. Marie-Noëlle qui a publié une bande dessinée intitulée La grosse laide chez Quai numéro 5. Donc, bienvenue à cette discussion. Je dis à notre public de poser des questions dans le clavardage parce qu'à la fin de la séance, on va prendre vos questions et ça nous fera plaisir d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par un tour de table pour un peu mieux comprendre l'univers des livres que vous nous présentez aujourd'hui. Laurence, je vais commencer avec vous. Donc, Laurence, vous publiez ce premier livre. Vous êtes rédactrice-conceptrice chez RAD, à Radio-Canada. Et donc, ce premier roman, on me dit que vous êtes en préparation d'un deuxième. Absolument. Est-ce que c'est la suite du premier? Oui, la suite directe. Bon, ben alors, courez lire le premier pour être prêt pour la sortie du deuxième. Roman publié dans une collection jeune adulte, nouvelle collection aux éditions de La Bagnole. Donc, j'aurais un peu une double question pour vous. D'une part, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui se demandent c'est quoi ça, le jeune adulte. C'est assez nouveau dans notre paysage littéraire au Québec, donc peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Et puis, un peu nous mettre en contexte ce roman qui met en scène Elisabeth, une influenceure. Oui, donc jeune adulte, à mon sens, à moi, c'est comme un genre qui n'existait pas avant, mais qui existait aux États-Unis. Tu sais, c'est le young adult, c'est des trucs, puis on en écoute toutes, là, mais des trucs qui s'adressent à la fois aux adolescentes et aux femmes ou aux hommes. Mais tu sais, c'est-à-dire, moi, j'ai des lectrices qui vont jusqu'à 35-40 ans, mais j'ai des lectrices qui ont 13 ans aussi. C'est comme un genre en soi, puis c'est un univers, puis il y a plein de monde qui embarque là-dedans. Je pense qu'il faut juste s'identifier, avoir un cœur jeune, peut-être. Mais tu sais, il y a plein d'émissions là, qui s'adressent aux jeunes adultes que autant ma nièce puis moi, on regarde puis on aime. Fait que... En tout cas, moi, je me considère comme une adulte pas si jeune. Et j'ai beaucoup aimé votre roman. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur aux lecteurs plus âgés, je pense. Oui, mais merci de le dire. J'apprécie. Puis donc, c'est ça. J'avais envie d'entrer dans l'univers d'Élie, qui est une influenceure qui, tous les jours, motive des centaines de milliers d'abonnés à devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, Élie était une personne grosse à l'adolescence qui a perdu du poids, qui vit le rêve qu'on adule ses programmes d'exercice, ses recettes santé, ses petits trucs bien-être, bonheur. Puis donc, c'est comme ça qu'on commence le roman. Puis elle a un chum qui est super populaire aussi. Puis on se rend compte finalement qu'à travers ce processus-là de perdre du poids puis de changer son image corporelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne l'a pas rendue plus heureuse. Au contraire, elle a l'impression de s'être éloignée d'elle-même puis d'être dans une espèce de bataille entre l'image qu'elle voudrait projeter puis la personne qu'elle se sent être au fond d'elle. Merci pour cette présentation. Vanessa. Oui. Vanessa, je le disais, vous publiez un premier livre qui n'est pas un roman, on pourrait dire un témoignage, oui, je pense. Comme un journal intime. Oui, qui s'intitule donc Franchement grosse. Il y a des gens qui vous connaissent. Vous avez fait Star Academy en 2009. Vous êtes comédienne, vous êtes chroniqueuse, vous êtes présente dans les médias. Vous chantez toujours. Mon métier premier, oui. Sur scène. Donc, entre autres, Franco Nostalgie. Oui, Franco Nostalgie. Depuis 2018. Donc, pourquoi
pourquoi choisir le livre pour parler de cette question de l'image corporelle? Parce que vous avez plein d'autres cordes à votre arc. En fait, je n'ai pas vraiment choisi le livre. C'est à force de faire des photos Instagram puis de toujours me livrer aux gens en dessous de mes photos et des petites descriptions. J'écrivais toujours mes états d'âme, en fait. Puis c'est la maison d'édition Michel Lafon, qui m'a contactée. Et ça a toujours été quelque chose... J'adore écrire. Ça a toujours été quelque chose qui me tentait, mais c'était pas dans l'immédiat. D'ailleurs, ça m'a pris 1 an, presque et demi, l'écrire. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Par contre, ça a été une genre de thérapie, mais je sais pas si c'est quelque chose que je referais dans le futur, mais j'ai adoré le faire pour ça, le bien que ça m'a fait, mais je sais pas si à l'avenir, c'est quelque chose qui me tenterait encore d'essayer. Parce que c'était difficile? C'était difficile parce que je me rends compte que l'inspiration n'est pas toujours là. Puis parler de soi aussi, c'est difficile de quand tu as intériorisé ce que tu as vécu, t'as fini avec ça, c'est passé, mais de le réécrire puis de le lire, j'ai pas aimé avoir pitié de moi. Ça m'a fait vraiment quelque chose. Fait que si, admettons, je réécris quelque chose dans le futur, ça va vraiment être de la fiction. Parce que c'était trop éprouvant, je trouve. Très intéressant. Bonjour, Marie-Noëlle. Bonjour. Donc, Marie-Noëlle, vous êtes d'abord illustratrice. C'est votre métier. Donc, vous êtes formée en dessin. Vous avez fait, entre autres, des illustrations de livres jeunesse. Et là, vous nous proposez votre première BD, qui n'a pas dû non plus être si facile à écrire. On sent en la lisant qu'il y a là beaucoup de vous, beaucoup d'émotions. J'aimerais savoir comment vous en êtes venu à l'idée de ce projet, parce qu'il y a dans votre dessin, dans votre trait de crayon, une capacité à rendre des sentiments extrêmement profonds que moi, je n'ai pas vu si souvent illustrés, en fait. C'est des choses dont on peut parler, l'anxiété, tout ça. Mais là, on le voit dans vos noirs, dans vos gris. C'est assez troublant, votre capacité à rendre ces émotions-là très complexes. Et donc, je me demandais comment ce projet de livre-là est né. Est-ce que ça a été justement l'illustration, le moteur de cette expression-là? Oui, bien, c'est arrivé comme... C'est comme si l'aide psychologique dont j'avais besoin s'est traduit en art. Donc, spontanément, je me suis mise à concevoir tous mes questionnements, je les ai mis en dessin. Puis ça, tu sais, je me suis pas dit je vais faire une bande dessinée. J'ai sorti les papiers, les crayons, j'ai enquêté sur ma vie, j'ai fait, tu sais, c'est pas juste aussi un travail artistique, c'est aussi un travail de recherche sur soi. Parce que quand j'ai commencé la bande dessinée, c'est comme si j'avais pas encore eu ces pensées-là, cette recherche. Tu sais, je faisais juste aller mal. Alors là, de faire la grosse laine, ça a répondu à mes questions. Puis ça a été 6 ans là, de travail. Puis quand j'en étais rendue aux dessins finaux, ben j'étais mieux dans ma peau que quand j'ai commencé la bande dessinée, où j'étais littéralement en détresse, je pense, quand j'ai commencé la bande dessinée. Et donc, c'est ça. C'est un projet qui s'est déployé sur combien de temps? Bien, il y a eu plusieurs phases. T'sais, on parle de 6 ans de travail, mais il y a eu la phase questionner mes parents, questionner mon entourage. J'ai des cahiers de notes là, de mon état psychologique de 0 à 20 ans. Là. Puis, j'ai même consulté mes bulletins scolaires pour voir qu'est-ce que mes professeurs disaient de moi. Et là, éventuellement, ça a été les sketchs. Donc là, il y a plusieurs étapes. Puis il y a aussi d'envoyer le manuscrit, les rejets, puis moi, je suis quelqu'un que quand tu me dis non, je vais être triste, mais après, je vais le recommencer au complet. C'est oui. C'est sûr que ça peut être long. ça vient me chercher. Donc là, je l'ai fait 3 fois, ma bande dessinée. Puis avec Tristan, mon éditeur, on l'a refait une autre fois. On a encore retravaillé parce que c'était trop brut. C'était trop près de moi, trop d'émotions. Et j'ai pas pensé au lecteur en la faisant. C'était pour moi. Alors là, avec Tristan, ça a été de qu'est-ce que le lecteur va en penser de ce livre-là. Faut penser à lui. C'est une question pertinente que vous posez quand on écrit des choses qui
qui sont très près de l'intimité ou de sujets qui touchent à des douleurs intimes. Moi, j'appelle toujours ça la distance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace dans le livre pour que le lecteur trouve sa place à lui, puis qu'il n'entende pas juste notre histoire, en fait. Il faut qu'il soit capable d'entendre la sienne dans vos mots. Puis je pense que c'est une des forces de vos livres. En tout cas, moi, comme lectrice, en vous lisant, je me reconnaissais dans un nombre incalculable d'anecdotes, de moments qui sont racontés. Je me disais, mais c'est pareil, c'est comme si c'était mon histoire, en fait. On touche, en lisant vos livres, à quelque chose qui est universel dans l'expérience de la jeune femme qui n'aime pas son apparence. Ouais. Mais c'est fou quand même ce que tu dis, que tu n'as pas pensé au lecteur, et moi, je ne faisais que ça. Tout le long, je me disais tout le temps, ah non, c'est trop d'informations, c'est pas assez d'informations, ah, il s'en fout de ça, ah, il va pas trouver ça drôle. Puis ça m'a hanté tout le long, puis à la fin, c'était toujours pas assez bon pour moi. Il a fallu que je fasse, OK, Vanessa, stop, sinon tu vas tout déformer l'histoire, puis ça sera plus la réalité. Je me demandais s'il fallait que je mente à des moments, ah non, ils vont avoir pitié, ils vont pas me croire, ou nanana. Fait que ça a vraiment été, c'est ça, difficile. Mais je peux imaginer, toi qui as déjà un auditoire, qui parle déjà à beaucoup de monde, quand tu as écrit ton livre, tu les avais bien en tête, ces gens-là. Parce que moi, c'est plus comme Marie-Noël, j'avoue. Même jusqu'à la fin, quand j'ai remis mon manuscrit final pour qu'il soit révisé, c'était bien abstrait pour moi l'idée que des gens allaient le lire. Mais là, je t'avouerai que j'écris la suite, puis c'est bien difficile d'écrire sachant que tous ces gens-là vont le lire. Puis aujourd'hui aussi, avec des plateformes comme Instagram ou Goodreads, je suis vraiment au courant de ce que les lecteurs en pensent, puis c'est vraiment comme une torture pour... en tout cas, c'est une torture très contemporaine. On dit souvent que le deuxième, c'est le plus difficile. Hein? Ouais. Surtout si le premier a eu une assez bonne réception. Et le pas vers le deuxième, des fois, là, c'est un peu... Il y a un petit mur à défoncer. Là. Donc, oui, puis aussi, entre le premier et le deuxième, il y a un état où... En tout cas, moi, après le premier, j'étais épuisée. Et là, après, il y a une vague d'amour des gens. Il y a les témoignages. Puis les témoignages, moi, je m'y attendais pas puisque j'ai pas pensé au lecteur quand j'ai fait. Alors là, c'était comme une... Ça m'a pris peut-être un an. Là. Mais, tu sais, ça fait un an que mon livre est sorti, puis je me sens encore un peu bizarre par rapport à cette sortie-là. Puis même sur les réseaux sociaux, c'est nouveau, puis c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. Donc, entrons dans le cœur de vos trois univers, vos trois protagonistes, bon, qui dans certains cas sont plus clairement vous-même. Là. Dans le cas de Vanessa, il n'y a pas de doute. Dans le cas de Marie-Noël, il n'y a pas tellement de doute non plus. Chez Laurence, on est dans de la fiction, mais on comprend quand même que quelqu'un me demandait est-ce que c'est son histoire. Je dis, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'elle connaît de l'intérieur parce que pour les avoir vécues, moi aussi, je me disais, ça se peut pas d'écrire ça en étant une simple spectatrice. J'aime dire que écrire de la fiction, c'est comme se cacher derrière un bâton de popsicle en essayant comme de se faire croire que personne va se rendre compte qu'on est là. Oui. Ça parle beaucoup de moi, mon livre, effectivement. Et donc, dans vos trois livres, moi, une des choses qui m'a frappée, c'est les lignes de convergence. C'est-à-dire que là, il y a des scènes qui sont presque identiques dans vos trois livres et qui, moi, comme femme en surpoids, je vais dire ça comme ça, me faisait pour la première fois me dire, OK, il y a comme un universel de cette expérience-là. Et une de ces scènes-là, c'est aller magasiner dans les grands magasins parce que le linge d'enfant nous fait plus, puis que là, il faut aller s'habiller chez les madames, chez Sears ou Labbé. Je vous lisais, puis je revivais mon angoisse quand j'allais avec ma grand-mère chez Sears pour essayer de trouver du linge où il n'y avait pas de paillettes, admettons. C'est quand même fascinant. Dans les trois livres, cette scène-là est là. Ben oui, puis moi, j'ai été longtemps habillée de leggings et de grands T-shirts, ce qui est la mode aujourd'hui quand même, mais ça a été pendant des années, puis j'haïssais ça. J'arrivais, je sais pas moi, à l'aubainerie, admettons. Puis là, il fallait que j'aille chez les femmes, mais j'avais 9 ans. Puis là, j'étais là, ça n'a pas de bon sens, fait que je me suis habillée super longtemps avec des vêtements trop petits pour moi. Parce que j'acceptais pas d'aller chez les plus grandes tailles. Fait que j'arrivais à l'école, puis j'avais des chandails trop serrés, trop courts, des jeans trop serrés, j'étais pas bien, des marques sur mon ventre à la fin de la journée. Puis j'ai commencé à être heureuse, puis à me trouver belle quand j'ai accepté de porter la taille que je fais. Tu sais, je me suis dit, ça m'avantage maintenant de porter vraiment du 2X parce que c'est ce que je porte. Puis là, je me sens mieux, tu sais, dans mes vêtements maintenant. Mais c'est pas anodin, je trouve, tu sais, il y a quelque chose d'un peu de comme violent dans le fait de se faire dire ton corps à toi, il n'y en a pas de vêtements pour lui. T'sais, toi, s'habiller, ça reste quelque chose de fondamental à la construction de l'identité quand tu es une adolescente, puis jusqu'à l'âge adulte. Puis moi, je me rappelle de c'est ça, ton corps, il n'existe pas. C'est comme si toi, tu n'existes pas, puis après, tu n'es pas représenté nulle part, mais tu sais, on va même pas t'habiller
Fait que débrouille, tu sais. Je sens encore le poids de la veste en laine piquante qu'il fallait que je porte à l'école, là. Oui, ou encore d'être... tu sais, moi, on m'associait à ne pas aimer magasiner, OK? Mais c'est pas... Je n'aimais pas magasiner parce que ça finissait tout le temps en pleurs dans la cabine d'essayage avec des vêtements que je n'aimais pas. Ou sinon, des vêtements que j'aimais. Ma mère est couturière, mais elle coupait les bords. Puis souvent, les petites broderies, là, toutes belles, ils étaient dans le bas. Donc, on les coupait. Tu sais, puis c'était... Tu sais, je me souviens, j'avais demandé à ma mère parce que je voulais être comme tout le monde. Elle m'avait fait un chandail en velours puis des pantalons noirs avec des stripes. Ben, je voulais être comme tout le monde. Mais, tu sais, ma mère, elle allait pas me... Tu sais, en fait, ça n'existait pas du taille plus, tu sais, de ce type-là. Mais, tu sais, sûrement... Je sais pas aujourd'hui si les jeunes de 8-9 ans ont accès à des vêtements cool. Mais je pense plus qu'avant, en tout cas. J'espère. Mais dans les magasins, de moins en moins, mais en ce moment, tu sais, il y a des magasins qui ont des tailles plus, mais encore là, on sent qu'il y a une ségrégation parce que c'est le premier magasin que je vois qui est H&M que jusqu'à 2X sur une même rangée, mais sinon, c'est dans une autre dimension du magasin. Il faut que tu montes au 2e étage, il faut que tu descendes en bas, il faut que c'est vraiment dans le fond, puis il y a des vêtements qui sont, on va se le dire, plus ou moins beaux, là, tu sais, on pense pas vraiment, on se dit, ils vont se contenter de ça, c'est tout ce qu'ils ont, tu sais, mais j'étais gênée, moi, pendant un bout de monter au 2e étage du Forever 21 parce que tout le monde savait que je m'en allais rejoindre les grosses, les filles qui me ressemblent, tu sais. Oui, je le dis dans le livre, moi, je me sentais pas différente, mais c'est comme si le monde me faisait toujours sentir que j'étais différente puis que j'étais à part, tu sais. Comme quand il faut monter au dernier étage. Oui. Bon, il y a le magasinage, mais il y a aussi des choses peut-être encore plus fondamentales et je pense qu'une des lignes de convergence très forte dans vos 3 livres, c'est la relation avec la famille. Avec les parents, entre autres, mais aussi avec la famille élargie. Dans chacun de vos livres, il y a des scènes avec des tantes, des oncles, des familles un peu plus élargies qui sont pas drôles, qui sont douloureuses même. Parlons un peu de ça. Qu'est-ce que ça représente? En refeuilletant la bande dessinée ce matin, Marie-Noël, je suis tombée sur la scène où la protagoniste va chez sa tante qui lui offre un livre pour maigrir. C'est une planche extrêmement violente. Oui, puis c'est... Dans le fond, quand j'ai fait la grosse lettre, j'habitais avec ma grand-mère. Puis je voulais pas, tu sais, associer ce genre de moments-là juste parce que, comme j'habitais avec elle, ben j'entendais beaucoup de choses. Puis de mes tantes, puis tu sais, tout le monde gravitait autour. Puis j'ai créé le personnage de la tante. Mais en fait, c'est un peu toutes les femmes qui ne sont pas ma mère, qui m'ont dit des commentaires. Puis je me souviens de ce moment-là où ma grand-mère m'avait donné le livre, puis je pense que, je me souviens plus du nom, c'était quelque chose pour maigrir, tu sais, comme quelque chose, mais ça se voulait bienveillant. Parce que c'est une époque où j'étais très mince, où je faisais beaucoup de sport, puis j'ai toujours été obsédée par la nourriture, puis de faire du sport pour maigrir, pas pour être en santé. Et là, elle m'avait donné ça, puis je me souviens que j'avais commencé à travailler quand même au niveau psychologique sur moi, puis j'y avais juste dit, au lieu de me fâcher, je vais partir parce que je me sens pas bien. Mais au lieu d'accepter comme j'ai toujours fait, oui, merci, tu sais, j'ai préféré me retirer parce que j'étais pas dans un moment dans ma vie où j'expliquais ma nouvelle manière de penser. C'était juste je préfère m'en aller pour pas qu'on se chicane. C'est ça. Laurence, dans votre roman, les parents sont hallucinants. Je repense, entre autres, à une scène où la protagoniste arrive avec une tranche de gâteau ou de pain aux bananes, parce que c'est tout ce qu'elle a trouvé, puis sa mère lui dit « T'as toujours aimé ça, le dessert. » Puis ça se veut comme mignon, mais c'est d'une violence infinie. Et à côté, on a une sœur qui, elle, est plutôt... se veut être dans l'acceptation anti-grossophobe, tout ça, mais qui, à sa façon, met aussi une certaine pression, abuse de cette relation difficile. C'est pas un contexte familial facile. Pourtant, aimant, c'est pas que c'est des gens qui s'aiment pas. On n'est pas du tout là-dedans. C'est juste qu'il y a comme une pression constante qui vient du milieu familial. Ben oui, puis tu sais, écrire un livre là-dessus, c'est sûr que ça m'a beaucoup forcé à réfléchir aussi à ce que moi j'ai vécu avec mes parents, puis étant mère aujourd'hui, tu sais, je me rends bien compte que la dernière chose qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils soient différents, ou on veut les protéger de
de quelque chose qui pourrait les heurter ou tout ça, mais donc, c'est ça peut, en voulant les protéger, on peut, comme tu l'expliques bien aussi dans ta BD, on peut leur faire beaucoup de peine, tu sais, puis leur faire sentir cette différence-là. Puis, tu sais, tu parles de... Il y a comme c'est comme si, de nos jours, il y a aussi, en plus de la pression qui vient de la culture des diètes, puis tout ça, pour perdre du poids puis se conformer aux standards de beauté, tout ça, il y a aussi maintenant, on dirait, une pression de s'aimer comme on est. Puis tu sais, le self-care sur Instagram, tu sais, c'est aussi... puis c'est un peu ça que le personnage de la sœur d'Ellie incarne, Alice. C'est comme, tu devrais t'aimer comme t'es, tu devrais pas... alors, c'est vrai qu'on se sent... Une nouvelle injonction. Une nouvelle injonction, tu sais, puis c'est super dur, puis je sais qu'on chemine, mais reste que comme individu, je me sens toujours tiraillée entre deux affaires, puis plein d'injonctions, puis on en vient à plus savoir, à se perdre là-dedans, puis à plus savoir comment on pourrait bien se sentir, tu sais, comment aller bien. Vanessa, dans votre histoire, la relation avec la famille n'est pas simple non plus, et ça passe beaucoup par la fameuse question de la santé. Hein? On sait que ce rapport poids-santé est souvent dans le discours public, mais là, chez vous, dans le discours familial, c'est quelque chose de très, très important. Ça a toujours été... ma mère a toujours eu un rapport un peu malsain avec son corps, avec son image. Elle était mannequin quand elle était plus jeune. Donc, prendre du poids avec le temps, ça a été vraiment quelque chose de dur pour elle. Puis de voir son enfant... parce que quand je suis née, j'étais pas grosse. J'ai commencé à grossir à partir de mes 6-7 ans. Mais quand ça s'est gâché pour elle à ce moment-là, ça a été dur pour elle de me montrer et tout. Puis ça a toujours été... je dis ça pour toi, pour ta santé. Je veux pas que tu aies des problèmes cardiaques à 40 ans. Je veux pas que ci, je veux pas que ça. Mon père aussi, ça a été ça. Mais je sentais plus que c'était plus ou moins sincère, en fait. C'était pas au niveau de la santé. C'était vraiment comme, je veux que ma fille soit comme tout le monde. Tu sais, à un point qu'à un moment donné, je suis allée chez ma grand-mère, puis je rentre chez elle, puis j'ai un chandail un peu court, on voit mon ventre. Puis là, elle me dit, après, ça fait comme 2 mois que je l'avais pas vu. Puis là, elle me dit, « Ah, t'as pris du poids? » Et là, il y avait ma tante, ma mère, ma grand-mère. Et là, c'est devenu une intervention. On dit ça pour toi, Vanessa. C'est vrai, tu as pris un peu de poids depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est dangereux. Ma tante Nicole a de la misère à monter l'escalier. Tu ne veux pas devenir comme elle. T'sais. Puis ça a toujours été ça. Puis encore aujourd'hui, quand je dis à ma mère ou à mon père, « Ah, ben là, j'ai commencé à faire du sport, c'est bon pour moi. » Moi, je fais de l'anxiété généralisée depuis que j'ai 5 ans. À la place de me dire, « Ah, ben on est content pour toi, ça va te faire du bien à ta tête. » C'est comme, « Ah oui, ça va faire du bien, peut-être que tu vas avoir un contrat dans ton travail, tu sais, plus tard, ou quelque chose comme ça. » C'est jamais comme, on veut que tu sois bien dans ta tête, mais on veut que tu sois belle, puis que tu t'acceptes belle, puis plus mince. Vous dites, Vanessa, dans votre livre, à un moment, quelque chose qui m'a vraiment frappée, et vous me direz, Laurence et Marie-Noël, mais j'ai l'impression que dans vos livres, cette idée-là est véhiculée, même si elle n'est pas nommée aussi clairement, c'est que finalement, c'est la pression qui va me tuer. Bien avant le diabète, c'est la pression qui va me tuer. Et donc, c'est comme si une envie de dire aux gens, vous êtes si préoccupés par ma santé, mais clairement, ma santé mentale, c'est pas votre préoccupation parce que vous me lâcheriez un peu. Là. Vraiment. Puis on s'attaque pas à des gens qui fument la cigarette comme on s'attaque aux gros. Puis les gros, à tous les jours, on est pointé du doigt, pas juste parce que les gens rient de nous, mais parce qu'on se fait rappeler tout le temps que, je sais pas, ça se peut que tu sois stressé quand tu rentres dans un restaurant parce que la banquette est trop petite, ou l'avion, la ceinture, on sait pas, les vêtements, quand tu rentres, tu peux pas magasiner avec tes amis de filles qui sont minces. Fait qu'à tous les jours, il y a quelque chose qui te rappelle que tu es différent puis que c'est quasiment pas correct de l'être. Tu sais, puis c'est ça. Ça se peut que j'ai oublié la question. Non, mais c'est exactement ça. Marie-Noël? Mais dans mon cas, à 14-15 ans, ça a été un cheminement de perdre ce poids parce que j'ai voulu souscrire à ce qu'on me demandait d'être, tu sais. Puis j'ai vraiment tout perdu. Puis ça a été comme une course effrénée. Puis cette pression-là, parce que je suis pas quelqu'un qui va être mince naturel, alors c'est du travail constant quand j'ai décidé de le faire, tu sais. Mais éventuellement, quand je suis arrivée à 19-20 ans, j'avais des idées suicidaires tout le temps. J'avais des idées noires parce que quand je faisais pas du sport, c'était la fin du monde pour moi parce que j'allais pas vers mon objectif. Puis ça m'a fait presque m'écrouler. Tu sais, ça a été ça aurait pu mal finir dans le sens que la pression de ne pas être gros, tu sais, quand tu ne le deviens plus, en tout cas. C'est clair. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Tu dis, naturellement, mon corps, il n'est pas comme ça. Mais c'est comme si on oublie, là, avec cette injonction-là de la santé, là, à laquelle je crois
pas du tout d'ailleurs. Si on voulait vraiment que les gens soient en santé, on mesurerait pas leur santé. De toute façon, on peut pas dire en regardant quelqu'un si cette personne est en santé ou non. C'est complètement absurde. Puis ensuite, on mesurerait pas la santé de quelqu'un en nombre de livres qu'elle a perdu, plus en habitude de vie. Moi, ce discours-là de la santé, j'ai l'impression qu'on me l'a enfoncé dans la gorge quand j'étais jeune. Puis j'ai l'impression que c'est ce prétexte-là qu'on a utilisé. J'avais un corps qui était un peu différent des autres, puis on s'est mis à me faire lire les étiquettes sur les pots de yogourt, puis on a juste complètement bousillé ma relation avec la nourriture. Puis aujourd'hui encore, à 31 ans, c'est un struggle que j'ai à tout moment, tu sais. Mais donc, la santé, j'y crois pas parce que moi, c'est ça, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec un corps qui était gros, puis qui était beau, puis que j'aimais, mais que personne aimait. Mais c'est bien que quelqu'un a décidé de me dire comment manger, puis comment ne pas manger, puis arrête de manger, puis on développe on se restreint, puis après ça, on a des compulsions, puis on s'appartient plus à un moment donné. Puis ma relation avec la nourriture, ça va être un challenge jusqu'à la fin. J'ai accepté ça. Parce que l'idée qu'à un moment donné, tu vas perdre le poids, tu vas réussir, puis là, tu vas être bien, puis ça va être derrière toi, ça arrive pas. Je suis tellement émue que j'étais un peu... je reviens à mes notes. Mais non, mais je trouve ça tellement juste ce que vous racontez, puis je vous l'ai dit hors d'onde, mais j'ai trouvé vos livres tellement importants. Je trouve ça tellement bien qu'on arrive à un moment où ces livres-là peuvent s'écrire, parce que moi, quand j'avais 15 ans, il n'y en avait pas de livres qui parlaient de ces questions-là, en fait. Puis je pense que d'une certaine façon, j'en aurais eu bien besoin. Une autre chose qui était très frappante, je trouvais, dans vos livres, c'est on a un peu deux profils de l'adolescente qui est mal dans sa peau. Donc, on a le profil de l'adolescente qui choisit de vouloir s'effacer, qui est très forte chez Marie-Noël, qui est aussi un peu le profil de votre personnage, Elisabeth, qui, pendant son adolescence, choisit comme d'essayer d'exister le moins possible pour pas qu'on la dérange. Se rejeter avant de l'être. Puis, au contraire, on a une Vanessa Duchel qui n'est pas bien dans sa peau, mais qui, elle, veut faire du spectacle, veut monter sur scène, veut chanter, veut être vue, et donc va aller même jusqu'à s'auto-dénigrer, faire de l'humour sur elle-même pour un peu contrecarrer la situation. Vous écrivez « Tu me détesteras pas plus que je me déteste. » Ça m'a fait beaucoup rire parce que il y a beaucoup de ça. Et je me suis revue, moi, dans l'adolescente que vous étiez, dans cette idée que, oubliez ça, vous pouvez me dire toutes les méchancetés que vous voulez, ça se peut pas que vous m'haïssiez autant que je m'haïs. Non, vous y arriverez pas, donc... Non. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cet appel-là de déranger les gens. Moins en moins, je dirais, là, j'ai 31 ans, puis c'est encore là un peu sur Instagram. Oui, je suis très... je parle de ma vie à tous les jours, je me montre à tous les jours, mais reste que j'ai développé une réticence puis une gêne quand je suis sur la scène maintenant parce que je me vois, je me regarde après sur des vidéos puis ça me donne de moins en moins envie d'être sur scène parce que je me trouve immense, je me trouve dégueulasse à chaque fois que je suis sur une scène. Mais là, je travaille là-dessus, là. Je vais bien, là. Mais c'est ça. Puis toute mon enfance, j'ai toujours voulu faire rire les gens. J'ai toujours voulu chanter pour tout le monde. J'ai toujours voulu faire du jeu. Puis j'ai jamais associé mon poids à mon talent. Je suis capable de dire, je suis talentueuse, pour ça, je chante bien. C'est pas parce que je suis grosse que je chante mal, mais il y a des gens qui sont capables, qui associent les deux, comme la beauté puis la grosseur. Fait que moi, j'ai jamais eu peur d'être sur une scène. En fait, je voulais vraiment partager ce que je savais faire avec tout le monde parce que je voyais qu'il y avait des résultats positifs, que les gens étaient bien, que les gens riaient, que les gens pleuraient, peu importe, mais j'aimais ça. J'étais un messager puis j'étais une bonne messagère. Puis ça avait rien à voir avec mon poids. Oui, puis en fait, moi, mon talent, il se situait toute seule dans ma chambre ou à la bibliothèque, mais toi, c'est ton talent, doit se partager devant du monde ou sur Internet. Mais il y a des gens qui peuvent être en contact avec toi directement. Ouais. Mais moi, c'était le contraire. C'était, mettons, je me soyais dans le couloir, je me souviens au secondaire, j'étais comme ça, je faisais semblant de lire mon livre, pendant que les gens passaient. Ou, quand je dessinais, les gens allaient autour de moi pour regarder, ben, je faisais comme s'ils n'étaient pas là, j'étais bien trop gênée. Mais j'avais conscience du regard des autres. J'ai croisé un professeur dernièrement qui m'a dit « Marie-Noël, tu avais une intelligence émotionnelle vraiment grande pour ton âge. » Mais c'est parce que j'étais tellement gênée que je passais mon temps à observer les gens autour de moi. Puis je voyais les codes, je voyais les hiérarchies sociales au secondaire. C'est pratique quand on devient illustratrice, par exemple, d'avoir passé toutes ces années à observer. Exactement, oui. Mais c'est quelque chose qui n'est pas populaire en secondaire 1. Là,
Puis je lisais beaucoup parce que je parlais pas aux autres élèves parce que j'étais trop gênée. Donc, c'est ça. Elisabeth, elle a comme pas de talent. C'est un peu ça son problème. Donc, adolescente, elle a le sentiment... De vraiment avoir non rien seulement d'être à offrir. grosse, mais de ne pas avoir de talent. De pas avoir de talent, puis d'être... Tu sais, moi, la jalousie, c'est quelque chose que j'aborde dans le tome 1, puis que j'aborde d'autant plus dans le tome 2, mais tu sais, le sentiment d'avoir rien pigé à la loterie de la vie, là, c'est ça, de pas être regardable, puis de rien avoir en plus pour attirer l'attention, de se sentir moins que rien, puis c'est ça, c'est bien plate, puis c'est bien quelque chose contre lequel Elisabeth, si elle était adulte aujourd'hui, se battrait. Mais on peut comprendre, pour revenir à Elisabeth, disons que, donc, quand elle voit qu'elle peut avoir cette attention sur les réseaux sociaux, qui n'est pas toujours positive, mais qui est quand même plutôt bienveillante souvent, c'est-à-dire elle reçoit par là beaucoup d'amour. Vanessa, vous êtes très présente sur Instagram, entre autres aussi, vous pourriez en parler sans aucun doute. On comprend qu'elle finit même presque par se noyer là-dedans, parce que ça devient pour elle une vitrine inespérée, là. Ben, c'est que la minute où elle commence à perdre du poids, les réactions sont tellement positives, puis tu sais, ça commence autour d'elle, les gens sont tellement contents pour elle, tu sais. C'est cool ce que t'es devenue, tu sais. Puis ça... on ne va pas parler à la troisième personne, mais moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai bien de la misère à dealer. Les compliments sur... parce que j'ai fini par perdre du poids dans ma vie là, pour plein de raisons. Puis, mais comme... Des fois, il y a des gens qui me disent « Tu dois être fière maintenant » ou « Ça doit être comme un triomphe ou une victoire. » Puis non. Dans le roman, son père la complimente, puis il n'y a rien qui lui fait plus de peine que ça parce que, moi, j'aurais aimé ça qu'on m'aime comme j'étais. C'est bête de même, là, mais tu sais, je suis pas fière d'avoir perdu du poids. J'ai l'impression d'avoir juste... Je me suis comme conformée. Du mieux que j'ai pu. Puis là, je suis pris là-dedans, d'une certaine manière. Mais c'est pas une victoire. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui nous écoutent, aux tantes, aux gens qui nous écoutent, qui ont autour d'eux des jeunes, qui d'ailleurs, gros ou non, sont pas bien dans leur peau, là, parce que là, on parle de surpoids, mais on sait que, je veux dire, le problème de l'image corporelle, il n'est pas juste lié aux gens qui ont un surpoids, là, il peut arriver pour d'autres raisons. Qu'est-ce que ce serait la bonne chose à faire? Parce que je veux surtout pas qu'on retienne de notre conversation que tout est de votre faute, finalement, puis si vous disiez la bonne affaire au bon moment... Mais quoi faire? Puis on se le disait hors d'onde, mais comme parents, on se rend bien compte que c'est pas si simple de savoir comment agir. Donc, ce serait quoi votre conseil? Bien, tu sais, comme, je ne veux pas te reprendre, mais juste le mot surpoids, c'est vraiment... je sais pas pourquoi ça me dérange, ce mot-là. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un poids idéal, mais c'est pas tout le monde qui a la même ossature, les mêmes muscles. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir le même poids pour une même grandeur. Fait que de dire surpoids, déjà là, ça fait comme une catégorie à part. Ça... Tu fais bien de me reprendre. Mais non, mais je veux pas te reprendre. C'est bien. C'est vraiment juste que ce mot-là, ça me fait vraiment sentir comme si j'étais dans une catégorie à part. Puis on est tous, même si on est différents physiquement, on est tous pareils à quelque part. On passe les mêmes émotions, on vit les mêmes choses, on a les mêmes expériences de vie. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut juste se rendre compte que la différence, c'est beau, puis qu'il faut en faire une force. Il faut vraiment que ça devienne une force, puis que les gens remarquent la différence. C'est juste qu'il faut habituer le regard, il faut habituer l'œil, puis d'éduquer nos enfants, minces comme gros, comme différents ou pas, de les habituer justement à cette différence-là, d'habituer le regard des gens pour que ça devienne normal, parce que ce l'est. Parce que la valeur morale qu'on accorde au fait d'être mince, c'est comme si un corps mince était fondamentalement bon, puis un corps gros, il y a nécessairement quelque chose qu'on aurait fait de mal, alors que, comme vous le disiez, mon corps, il est comme ça se peut... Crime, à un moment donné, c'est ça aussi, là. Nos corps sont comme ça. Ils sont comme ça. J'ai rien fait de mal, mon corps est comme ça, laissez-moi tranquille, tu sais. C'est vrai. Mais c'est difficile de dire quoi faire parce que, tu sais, mettons, si j'avais un enfant, je vais sûrement reproduire les mêmes certaines maladresses que j'ai reçues enfant. Le contexte est différent puisque dans les années 90, dans les années de mon enfance, justement, les modèles féminins étaient tous minces et pareils. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est beaucoup différent, mais il y a une ouverture. Ça tend à changer. Donc, tu sais, c'est comme tu dis, le regard, c'est comme s'il fallait... pas fabriquer, là, mais faire que le regard de l'enfant soit plus ouvert à une variété de corps différents, de beautés différentes, d'handicaps différents. Tu sais, puis c'était tellement pareil. Tout était pareil.
Non. C'est vrai. Vraiment, tu sais. Puis ça te suit jusqu'à l'âge adulte, là, ce regard où tu veux juste voir des personnes minces avec des beaux cheveux lisses ou parfaitement ondulés, avec, tu sais, ça reste gravé à jamais, là. Ouais. On a souvent parlé de ce paradoxe, justement, qui est présent dans plusieurs anecdotes de chacun de vos livres, qui est l'injonction de t'aimer comme tu es et l'injonction de maigrir en même temps, en fait. C'est-à-dire que, donc, on s'attend à ce que tu développes une estime de toi, même si on passe notre temps à te dire que tu devrais maigrir. Donc, il y a quelque chose de complètement paradoxal, d'autant plus pour un enfant assez jeune, parce que dans chacun de vos livres, on comprend aussi que cette pression-là, elle arrive très tôt, souvent avant même la puberté, en fait. Oui, mais le contexte, le concept d'estime de soi, moi, je ne l'ai pas ressenti avant, très tard dans ma vie. Comme si on me l'avait... Je suis sûre qu'on me l'a dit, là, de m'aimer, là, de quelque part, mais ça ne m'a pas marqué, moins que ma haine de moi, que de vouloir disparaître. Fait que je ne sais pas, tu sais, comment tu peux... en tout cas, c'est comme si l'estime de soi, c'était un concept que j'ai développé vers 16-17 ans. Avant ça, on m'en a pas parlé. En t'écoutant, je me rappelle que je répondais à ma mère, « Tu me trouverais belle même dans un sac de poubelle? » Puis là, j'y pense aujourd'hui, puis je dis, évidemment que je trouverais ma fille belle, même habillée dans un sac de poubelle. En quoi ce serait mal? Mais c'était comme ma réponse. Quand elle me disait, « T'es belle », ma réponse, c'était, dans le fond, ton opinion n'a aucune importance. Parce que moi, je le sais que dans le regard du monde qui n'est pas ma mère, je suis pas belle, en fait. Donc, ça revient dans ce que tu dis, en fait. C'est qu'on peut bien, avec des jeunes, essayer de parler d'estime de soi, mais c'est pas si simple. Surtout s'il y a des paradoxes dans les messages qu'on envoie, en fait. Mais c'est aussi peut-être accorder moins d'importance au physique. Ça, je trouve ça vraiment comme difficile. C'est facile à dire, mais tu sais, tout est axé sur l'apparence, sur l'idéal qu'on dégage, l'image, mais parce que c'est tellement difficile. En tout cas, quand on me demande souvent de parler de comment on peut aider pour les jeunes, j'ai de la misère parce que ça me semble être un gros projet. Mais tu sais, sans nécessairement aider directement le jeune, peut-être juste en tant que parent, en tant que famille, proche, ami, peu importe, d'adoucir le regard qu'on a aussi sur nous, puis de jamais pour pas que les enfants reproduisent. Tu sais, tu te regardes en tant que parent, tu fais comme « Oh my God, je suis grosse, je suis laide, j'ai l'air d'une grosse ci, j'ai une grosse ça ». Mais l'enfant qui te voit faire ça, il va sûrement reproduire ça, puis il va sûrement se dire que ton idéal de beauté, c'est pas lui. Ça peut faire de la peine à l'enfant de voir que sa propre mère ou son propre père, peu importe le lien, s'auto-flagelle comme ça. Moi, j'aurais envie de dire, tu sais, j'ai l'impression qu'on a essayé, vous parliez là, de faire une intervention. À un moment donné, ma famille m'a fait une intervention. On a bien essayé de me protéger du monde extérieur en étant plus dur avec moi, puis en me mettant au régime ou en m'encourageant à suivre des régimes puis à perdre du poids. Mais je pense que j'aurais aimé ça, avoir une base solide sur laquelle m'appuyer. On parle d'estime de soi. Sentir que mes parents... Parce que moi, j'ai bien senti que l'amour que je recevais... Bien, pas l'amour, mais tu sais, que mes parents... que pour répondre à leurs attentes, il fallait que je perde du poids. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça, me dire, ben mes parents... ils m'aiment no matter what, même si c'est probablement... En fait, c'est absolument vrai. Je suis sûre que mes parents m'aiment peu importe. Mais tu sais, avoir senti à l'adolescence que j'avais là-dessus sur lequel me construire, alors qu'au contraire, c'était comme des fondations qui étaient bien chambranlantes, tu sais, que ça m'aurait aidé, je pense, aujourd'hui, tu sais, de cette base d'amour inconditionnel-là, ou un endroit où mon corps... J'étais pas regardée, justement, pour mon corps, tu sais. Dans le roman, il y a une scène où Ellie, son père, voulant l'aider, lui dit « J'ai peur que tu n'aies jamais d'amoureux à l'âge adulte ». Ça m'est arrivé, puis pour vrai, ça te fuck une relation avec toi-même puis avec les autres, là. Oui, puis en vous écoutant, je me dis, il y a déjà une pression tellement forte de l'espace public. Bon, par exemple, la diversité des corps dans les médias, ça avance, mais on sait bien que c'est quand même pas ça, là. On peut parler des magazines, on peut parler... Donc, cette pression-là est tellement là, et ce qu'on sent dans vos livres, c'est que même la famille n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un safe space, là. C'est-à-dire, c'est pas un endroit sécuritaire où tu peux te sentir accompli, avoir le sentiment que tu as une valeur au complet. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, parce que dans vos 3 livres, il n'est pas question de parents pas aimants ou de familles qui ne sont pas aimantes. C'est pas ça. C'est juste que l'amour vient avec cette espèce de pression pour ton bien, en fait. Mais j'ai l'impression que
c'est leur façon. Eux autres, ils pensent que c'est de nous aimer que de nous dire ça, tu sais, de nous dire faut que tu perdes du poids pour ta santé. C'est comme c'est un peu de l'amour de singe, tu sais. C'est ça. Je pense vraiment que c'est leur façon de montrer leur amour que de dire regarde, je veux que tu perdes du poids parce que je veux que tu sois en forme, je veux que tu aies un chum, je veux que tu aies des jobs, tu sais. Fait que pour eux, je pense que mes parents, en tout cas, je parle pour mes parents, ça n'a jamais été une preuve de désamour. Ça a vraiment été comme, au contraire, on tient tellement à toi qu'on veut que tu vives longtemps, on veut que tu t'épanouisses, que tu sois heureuse. Mais à place de me dire on veut que tu sois heureuse en étant mince, tu peux me dire, je veux que tu sois heureuse, that's it. Fait que fais ce que tu veux pour être heureuse. Mange pas de la salade pour être heureuse, mais fais ce que tu as à faire pour être heureuse, peu importe. C'est tout. Vous parliez, Laurence, le père de Ellie qui lui dit « J'ai peur que tu n'aies jamais d'amoureux ». Dans chacun de vos livres, on sent aussi la difficulté à rentrer dans la vie amoureuse, là. Donc dans cette recherche épique de rencontrer quelqu'un et qui, là, est complexifiée par l'image corporelle, en fait. Et je commencerai avec vous, justement, Laurence. Il y a une scène où l'amoureux d'Élisabeth, est-ce que je devrais dire un de ses amoureux, en tout cas, Samuel Vanasse, la grande star, lui finit par lui dire qu'il a peur qu'elle redevienne comme avant. C'est quand même assez violent, ça. Oui. Par où commencer? C'est ça. On parlait des gens qui nous aiment beaucoup, qui veulent le meilleur pour nous, mais dans la sphère amoureuse, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Moi, j'ai l'impression que mes partenaires, des hommes, j'ai l'impression que les gars, parfois, se valorisent beaucoup à travers l'apparence de leur blonde, et j'aimerais dire que c'est un problème. Parce que moi, je me valorise jamais à travers l'apparence de mes partenaires, ou de mon mari, ou de mes chums. Mais pour un gars, réussir, c'est avoir une blonde qui est belle puis qui correspond aux standards. Fait que quand Samuel dit ça, je pense que ce qu'il dit, c'est je ne sais plus si je te trouve belle quand tu corresponds pas tout à fait aux standards. C'est plus simple pour moi que tu correspondes à la norme. Puis tu sais, j'ai suivi des régimes dans ma vie, ce sera pas une surprise. Puis je me rappelle d'une fois où j'avais atteint un poids qui était vraiment comme inquiétant mince là, pour moi. Puis j'avais dit à mon chum de l'époque, « Hey, tu sais quoi, je pense que je suis correcte, là, je pense que je vais arrêter, je me sens pas bien, je suis tannée. » Puis il m'avait dit, « Ah, t'aurais pas le goût de continuer encore un peu? Juste, ça donne des beaux résultats, tu sais. » Puis, ouch, tu sais, ouch. Fait que, ouais, la quête amoureuse est un sujet sur lequel j'ai hâte de vous entendre Mais parce que... C'est intéressant, je disais un peu en blague, mais qu'il y ait deux figures masculines dans le roman. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une autre figure, qui en tout cas on verra dans le deuxième tome, mais qui pour l'instant nous laisse quand même croire qu'il y a une autre réponse d'un amoureux potentiel à ces enjeux-là. Donc, j'essaie! Oui, sur la quête amoureuse. Oh là là! Tu sais, je sais comme pas par où commencer, là, mais quand j'étais au secondaire, moi je rêvais tout le temps au beau prince charmant. Mais c'est comme si... Dans ma quête de la minceur, je n'étais plus dans mon corps. J'étais plus... Tu sais, c'était juste des quêtes amoureuses dans la tête. Tu sais, il n'y avait rien de physique, il n'y avait rien de... Parce que j'étais tellement pas dans mon corps. Tu sais, il disparaissait à vue d'œil. Aussi, je maigrissais. Puis, c'était comme juste des fantasmes amoureux. C'était même pas des fantasmes physiques. Puis, j'ai eu mon premier chum, tu sais, dans la vingtaine. Et j'en ai eu juste 2 dans ma vie. Tu sais, c'est comme... Puis j'ai été chanceuse, puis mon conjoint actuel, comme tu dis, jamais notre relation ne se base pas sur mon corps, tu sais. Peu importe si je grossis, je maigris, tu sais, il voit pas ça. Puis je suis chanceuse de ça, parce que j'ai écouté récemment Occupation Double, puis je me suis sentie... pas gênée. Je me suis sentie comme quand j'étais au secondaire. Puis ça m'a créé du stress. Ouais. Avec Julie, entre autres, qui arrive là avec toute sa splendeur puis son énergie. Puis j'ai arrêté d'écouter cette saison-là parce que j'étais plus bien. Puis je devais faire une bande dessinée sur mon secondaire. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'aurais pu m'inspirer de ça parce que je me sentais pareille. Comme quand... Ça recrée, il y a comme des mémoires de trauma, en fait. Oui, puis les populaires, puis la hiérarchie sociale où est-ce que j'existe pas dans les yeux du beau gars qui voit juste la fille mince à côté. Ça m'a vraiment comme remis Il y a une dans planche ça. très touchante dans votre bande dessinée où la protagoniste ose finalement avouer ses sentiments à un garçon avec qui elle a une très belle relation, puis qui lui demande est-ce qu'on peut continuer à être amis.
C'est ça. C'est très touchant, Oui. en fait. C'est une scène. Puis on la voit juste de dos. C'est fascinant, tout ce que vous arrivez à créer. Elle, on voit même pas son visage, puis on sent dans sa nuque, ses épaules, comme le poids, le beurre. Le rêve qui s'écroule. Ouais. C'est une journée qui est gravée à jamais dans ma mémoire. Vraiment comme d'avoir un high d'espoir parce que je suis rendue mince, je suis rendue belle. C'est sûr qu'il va m'aimer. Puis là, il m'aime pas. C'était d'une tristesse infinie. La veille de la remise de mon manuscrit, j'ai croisé ce garçon au Ikea. Wow. Tout est dans tout. Vous êtes-vous parlé? Oui, on le salue. Vous êtes-vous parlé? Oui, oui. OK, cool. Puis j'ai envoyé le manuscrit pour qu'il voit, oui. Oh, wow! Moi, ma vie amoureuse est bizarre, en fait. Mais tout mon secondaire, j'ai toujours été la fille drôle, pas capable d'avouer ses sentiments parce que je préférais, évidemment, faire rire les gens plutôt que me prendre un rejet, de me faire dire non, je veux qu'on soit amis. Fait que moi, je disais rien, j'étais pas vulnérable, j'étais forte, j'étais drôle, puis c'est moi qui veux pas de toi. C'était plus ça. Après ça, ça a été les sites de rencontres où je me contentais de n'importe quoi parce que je pensais pas que quelqu'un de super beau, de musclé, en tout cas, quelqu'un qui correspond vraiment au standard de la société, je pensais pas que ce genre de personnes-là pouvaient avoir un intérêt pour moi. Jusqu'à ce que j'en trouve. Et ces gens-là n'étaient pas dénigrants. Ben oui, ils étaient dénigrants, mais ils n'étaient pas méchants volontairement, mais ils me disaient « Ah, t'es ma première grosse. Jamais été qu'une grosse. Il faut que tu sois belle en tabarouette pour que je sois intéressée à toi, tu sais, parce que d'habitude, c'est pas le genre de corps que je regarde. » Fait que ça a été des trucs comme ça qui veut pas, ça aide pas une estime de soi, là. Tu rencontres des gens après, puis tu te dis « Oh my God, je suis sa première grosse, tu sauras pas quoi faire. Il est pas habitué à ça, un corps comme ça. Fait que se dévêtir, ça devient vraiment quelque chose de honteux parce que ces gens-là n'ont jamais vu ce genre de corps-là. Fait que tu te dis, je vais-tu les dégoûter? Fait que ça a été aussi beaucoup d'auto-sabotage jusqu'à ce que je rencontre une femme dernièrement. Fait que ça va super bien. Puis au départ, je croyais vraiment que j'allais me comparer avec ma copine, puis parce que elle est mince, puis elle est vraiment standard de société, là, 100%. Puis j'avais vraiment peur, ça m'a pris du temps avant d'accepter qu'elle pouvait aimer mon corps, puis elle a été hyper compréhensive, ce qui n'a pas été le cas de bien des gens avant elle. Puis, ou à moi que ce soit moi aussi. C'est peut-être moi. Tu sais, je dis des fois que c'est les autres qui étaient pas, qui n'aimaient pas mon corps, mais en fait, je pense que c'est moi qui l'haïssais tellement qui ne laissais pas les gens l'aimer, tu sais. On va aller aux questions, puis il y a des questions qui vont dans ce sens-là, donc je pense qu'on va continuer la conversation. Mais avant même d'aller aux questions, oui, merci, excusez. On est dans un salon virtuel, mesdames et messieurs, j'ai besoin de mon micro. Faut que j'oublie. Donc, les questions, mais avant les questions, je veux juste vous lire un commentaire, parce que ça fait du bien. C'est écrit « Vous êtes fabuleuse. Merci de discuter de ces problématiques pertinentes, surtout avec le jeune public. » Alors, prenez-le. Parmi les questions, justement, parce que je trouve que ça va dans le sens de ce que vous disiez, Vanessa, on demande si effectivement des points communs entre les trois œuvres ressort une impression que la grossophobie, à l'instar d'autres discriminations, est systémique. Là, vous nous disiez, c'est-tu ma faute, c'est-tu la faute des autres? J'aurais tendance à vous répondre, c'est peut-être pas la faute de personne individuellement, en fait. C'est la faute d'une série de relations liées à ce système-là, puis on est tous pris là-dedans. Puis notre relation à notre corps est distorsionnée, puis donc la relation des autres dans notre corps est distorsionnée parce que tout le monde se débat un peu avec des pressions qu'on comprend même plus. On sait même plus d'où ils viennent, ces pressions-là. Mais tu sais, même moi, en tant que grosse, j'ai remarqué... OK, je m'excuse, je vous ai coupé ça, là. Vraiment. Mais c'est super cool. Je voulais juste dire que même moi, en tant que grosse, j'ai remarqué que j'étais grossophobe. Oh oui, Ah ben oui. On internalise ça, c'est clair, là. Oui, c'est sûr. C'est tout. Débattez. Ben, est-ce que je pense que c'est Oui. c'est systémique? Oui, comme le racisme, j'ai envie de dire. Mais oui, puis comme la misogynie aussi, je veux dire, amen. Oui. Puis je pense que dans chacun de vos livres, il y a des exemples de grossophobie systémique. Je repense à une planche, Marie-Noël, qui concerne les cours d'éducation physique, la course, tout ça. Moi, j'ai des souvenirs. Là, on faisait un exercice, là, où il fallait qu'on saute sur un banc en bois. Là. Moi, j'avais des seins beaucoup plus gros que ceux que j'ai aujourd'hui. Là. C'était vraiment agréable de sauter sur un banc en bois devant une série d'adolescents de 13 ans qui n'avaient
rien d'autre à faire que de regarder mes seins qui rebondissaient. Là. C'était épouvantable. J'étais montée au bureau du directeur pour dire, moi, c'est pas vrai que je fais cet exercice-là en public. Je savais pas le mot grossophobie, mais c'est quand même ça. Mais tu me fais penser que le cours d'éducation physique, je pense, est le moment le plus difficile. En tout cas, pour moi, là, ça a été là, ça a été là, un cauchemar. Là. Si j'avais pu manquer tous mes cours d'éducation physique, alors que, tu sais, on est supposé bouger, se sentir bien, mais c'était le pire endroit. Puis je me rappelle d'un prof d'éducation physique qui m'avait dit « T'es chanceuse d'être flexible, tu vas avoir une bonne note parce que sinon... » Tu sais, comme... Oui. Tu sais, comme si être flexible, ça, c'est pas... tu sais, comme si moi, je pouvais rien faire de bon, j'ai juste été chanceuse. Oui, puis souvent, je trouvais dans les cours d'éducation physique, c'est comme si tu te fais choisir en dernier, tu te fais parce que t'es la grosse de la classe, puis tu deviens que tu sais, j'aurais pu être bonne, mais tu rentres dans ce personnage-là qu'on t'a donné, que t'es la pas bonne de la classe. Tu sais, je me souviens, un été, j'avais pratiqué le ballon chasseur avec mon frère. À la fin de l'été, je gagnais, là, parce que j'étais grosse, j'étais forte. Arrivée à l'école, je redeviens l'espèce de pas bonne qui s'en va se cacher en arrière, mais c'était juste une question de comment je me percevais, puis... Puis même pour l'intimidation, souvent, aujourd'hui, je me dis, ben pourquoi tu leur as pas tenu tête à ces méchantes-là? Tu étais plus grosse et plus grande qu'elles. Tu sais, c'est pas... Mais à quelque part, on achète l'idée qu'on est moins bonne. On est nécessairement moins bonne, puis qu'on fait nécessairement quelque chose de mal, puis qu'on a nécessairement moins de volonté. Tu sais, tout ça, on prend ça comme la vérité. Mais vous parliez des profs, je trouve ça intéressant parce que les profs, ils font aussi partie des gens qui sont en première ligne dans la reproduction d'un système. Puis moi, il me semble en tout cas que mon rapport à l'éducation physique a complètement changé quand j'ai eu un prof qui, à un moment donné, m'a dit « Bon, là, ça fera ces conneries, là. Là, tu vas aller, tu sais, va me montrer comment toi, tu bloques ça, un smash au volleyball, là. » Puis j'ai adoré ça. Je me suis mis à jouer au volleyball comme trop tard pour devenir vraiment bonne, jouer dans l'équipe, tout ça. Mais c'est comme si lui a refusé d'embarquer dans ce « ben oui, toi, la grosse paresseuse qui perd son temps sur le banc », puis il est allé avec une autre stratégie, mais les profs ont un rôle à jouer là-dedans. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens qu'il y a un été où j'ai joué au soccer. J'ai toujours joué au soccer, mais mes parents m'inscrivaient. Mais il y a un été où le coach, il s'est vraiment dit « toi, tu seras pas la grosse dans les buts ». Fait que là, il m'en a fait faire des tours de terrain. Et j'ai fondu en un été. Puis on le voit dans la bande dessinée, là, j'en parle de ça. Et je suis allée voir ma prof d'éducation physique. J'ai dit, je ne veux pas reprendre ce que j'ai perdu. Puis elle m'a dit, OK, on fait le club de marche. Mais c'était un club qui était composé uniquement de moi. Fait que là, j'arrivais à 7 h le matin, je posais mes cônes avec elle. Et là, elle me disait 20 minutes top chrono. Je faisais des tours de terrain toute seule pendant qu'elle allait faire ses choses. Mais tu sais, c'était une professeure qui a mis sa confiance en moi puis qui m'a aidée. Tu sais, j'aurais pas couru toute seule chez moi. Tu sais, elle m'a appuyée là-dedans. Elle faisait pas grand-chose, tu sais, dans ouvrir le gymnase. Mais tu sais, ça m'a permis le sport m'a permis de m'épanouir, mais à ce moment-là, dans un contexte où c'est allé trop loin, dans le sens que c'était pour fondre, tu sais, au lieu d'être dans une perspective d'être en santé puis d'être bien dans sa peau, là. Puis si on parle de système, Vanessa, on n'a pas encore dit quelques mots sur tout ce dont vous témoignez du monde dans lequel vous évoluez, qui est le monde du show business, du spectacle, qui n'est pas l'univers le moins grossophobe qu'on peut imaginer, si je me fie à vos anecdotes. Effectivement. J'ai été chanceuse quand même d'avoir fait ce que j'ai fait, des comédies musicales, puis un gros show comme Star Academy, tu sais. J'ai vraiment eu de la chance, mais il y en a comme moi qui n'ont pas cette chance-là. Mais ça pour dire que j'ai déjà eu une expérience que je dis pas des noms, je dis pas pour pas que ça soit trop explicite, mais j'ai fait un spectacle à un moment donné, puis le propriétaire de la salle dans laquelle on était en résidence a dit avant que je... En fait, je l'ai jamais su, je l'ai su à la fin, au dernier show, après 30 jours, là, qu'il voulait pas de grosses sur le spectacle. Puis ça, j'ai jamais compris ça, parce que je suis là pour offrir mon interprétation, je suis là pour offrir ma voix, offrir tout ce que je sais faire, en fait, tout ce que je suis. Puis tu préférerais prendre quelqu'un qui a peut-être un talent égal ou moindre, mais tu préférais prendre quelqu'un qui est physiquement plus standardisé, juste pour que ton show lève. Puis ça, ou sinon, quand je voulais faire des... j'ai déjà eu une période où je voulais faire des corporatifs, des shows corporatifs. Donc, c'est comme des bands qui sont déjà établis, qui ont déjà une liste de chansons établie, qui vont reproduire des hits, là. Ils ont des costumes, ces gens-là. Mais moi, j'avais toutes les compétences pour entrer dans un band. C'était exactement le style de musique que j'aimais. Je connaissais toutes déjà. Ils m'ont dit, malheureusement, ce ne sera pas possible. Les costumes sont déjà faits. Puis,
on prend juste quelqu'un, mettons, qui va jusqu'à la médium, parce que c'est la plus grande taille qu'on a dans nos costumes. À la place de faire un costume sur mesure, ça te coûte quoi, un costume sur mesure? Moi, le payer, le costume, si tu veux, ça me dérange pas. Mais non, il voulait juste pas qu'il y ait quelqu'un de gros sur... Ça m'est arrivé, j'ai pas assez d'une main pour raconter ça. On a 2 questions différentes, mais je vais vous les poser quand même ensemble parce que je pense qu'elles se répondent un peu. On demande, d'une part, Marie-Noëlle en a parlé un peu, mais on demande si vous avez trouvé que l'écriture avait des qualités de guérison pour vous par rapport à ce que vous avez vécu. Et si donc vous avez senti une forme d'empowerment en sortant du travail d'écriture. Mais on demande aussi si ce travail-là a eu des effets sur vos relations familiales et amicales. Marie-Noëlle, il y a les Provos qui te saluent. Ah, salut les Provos. Ben c'est sûr que la sortie de la grosse LED, ça l'a fait comme une petite bombe là, dans ma famille. Parce que, entre autres avec mon père, qui m'a dit qu'il acceptait le rôle du méchant. Puis, tu sais, ça prend quand même beaucoup de courage de sa part d'accepter que je raconte mon histoire, puisque dans cette histoire-là, dans cette partie de l'histoire-là, il n'est pas gentil. C'est pas lui qui a le plus beau rôle. Non, c'est ça. Puis, ça a pris du temps. Il y a eu comme un petit moment... tu sais, ma mère, je pense pas que ça a rien changé à sa vie, elle est fière, mais mon père, ça a été comme un dur automne qui a passé. Mais là, tout est beau, ils sont fiers les deux. Mais pour l'aspect thérapeutique de l'œuvre, c'est vraiment ça, là, en tout cas, pour moi, ça a été de me sortir de la crise et d'arriver à la guérison. Mais ça n'a pas été fait que par ça. J'ai eu un suivi psychologique en même temps qui a été nécessaire. Puis je parlais de mon œuvre pendant mes sessions. Tu sais, c'est ça quand c'était la construction, puis quand j'étais refusée. Tu sais, ça, c'était difficile. Mais c'est ça. Puis de le voir entre les mains des gens aujourd'hui, c'est comme si, je sais pas, c'était un baume là, pour le cœur. Mm-hmm. Oui, ça fait du bien de déconstruire des affaires, puis juste parce que ça nous donne l'occasion de se rencontrer aussi, puis de parler de ce qu'on vit, là. C'est par rapport aux parents, tu sais, des fois, je me dis que ce serait facile d'en vouloir à mes parents, mais je veux dire, j'ai abordé la question avec ma mère, puis, tu sais, j'ai bien compris que sa mère, à elle aussi, lui mettait beaucoup de pression, puis on est un peu pris avec ça. Puis la question que j'essaie de poser avec le roman, c'est où est-ce que ça s'arrête? Parce que, tu sais, on a bien peur de passer ça à nos enfants, puis c'est pour ça que moi, je pense que je chemine, mais c'est des petits pas à la fois aussi, puis pour déconstruire ce qu'on m'a inculqué, qui est quelque chose de plus grand que nous aussi, là, à un moment donné. Oui, qui se transmettait de génération en génération sans que personne dise stop. Ouais. Tu sais, moi, dans le fond, je me suis souvent sentie comme le mouton noir de ma famille parce que quand ma grand-mère ou quelqu'un me disait « on mange pas de PPP », ben pourquoi? Puis t'en manges. Tu sais, c'est comme... Mais avant ça, personne ne questionnait ça. Alors, je me suis souvent sentie comme rejetée ou... parce que je vis, du côté de ma mère, on est une communauté de femmes. Il y a beaucoup de femmes, c'est des femmes fortes, mais j'ai toujours senti que le poids était là. Et le poids est présent. Puis de ne pas être grosse est présent. Vanessa, vous disiez que votre livre a été bien reçu quand même dans votre cercle. Oui, ben ma mère, c'est ça. Ma mère m'a dit tu parles beaucoup de moi. Puis tu sais, elle l'a pas pris mal parce que je pense qu'elle le sait en dedans d'elle que ça m'a mis énormément de pression. Puis qu'aujourd'hui, peut-être que je suis encore grosse par rébellion, je sais pas, mais fait que c'est ça. Elle a vraiment été compréhensive. Mon père ne l'a pas lu encore. Ouais, mon père l'a pas lu, puis pourtant, mon père là-dedans, mon père, en fait, il a jamais été méchant à mon égard. Tu sais, oui, ça va faire des petits calls de temps en temps de « Ah, t'as pris du poids, fais attention, je suis contente, t'en as perdu un peu », mais ça sera jamais... C'est jamais violent ni mal intentionné. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai été... je suis chanceuse d'avoir la famille que j'ai, malgré tout. Je vous remercie. On arrive à la fin de notre discussion. Je m'excuse aux gens du public dont on n'a pas pu aborder les questions. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes trop motivés, puis on manque de temps. Mais je vous lis quand même 2 commentaires bien sympathiques. Merci pour votre discussion tellement pertinente. Conversation essentielle. Bravo de prendre la parole. Bravo pour vos œuvres et merci d'être inspirante pour les jeunes. Moi, je vous remercie, le public, mais je remercie aussi nos 3 invités chaudement. Je vous rappelle le titre de leur livre, Laurence Baudouin-Mar,
Haas, merci. Merci d'avoir été là. Merci pour ce magnifique roman, Rentrer son ventre et sourire. On va attendre le tome 2 avec impatience. Au printemps. Oh! Si Dieu le veut. Merci Vanessa Duchel. Merci à toi. Pour ce témoignage, je pense, important, franchement gros. Je comprends qu'il n'y aura peut-être pas un autre livre maintenant, Non, pas de suite. mais on va suivre l'ensemble de votre carrière et de vos travaux. Merci. Marie-Noël Hébert pour cette bande dessinée vraiment touchante, La grosse LED. Merci d'avoir Merci à été toi. là. Je vous invite donc évidemment à vous procurer ces livres qui sont tous excellents. Si vous voulez assister à la prochaine animation du Salon du livre de Montréal, il s'agira d'une animation à 14h30 autour du thème « Être une femme en 2020 », ce qui finalement est un beau complément avec la discussion qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Merci.